Ça doit être bon. Bonjour à tous. Hello, hello. Bon, pour le moment, on n'a pas grand monde de connecté. On va attendre un petit peu, comme la dernière fois. Ouais. On s'est connecté pile à l'heure. Donc bon. Pour ceux qui sont déjà présents, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien surtout, et la présentation? Parce qu'on a eu des petits soucis la dernière fois. Donc, son et image, OK. Parfait. Merci, Rennes. Très bien, merci beaucoup. Et les gens se connectent doucement. Imran, je te propose qu'on attende encore 2 petites minutes et on commencera et les retardataires nous rejoindront ou regarderont le replay qu'on enverra demain. Good. Bon, ça arrive doucement. On est à 16 participants. Bon, je te propose qu'on commence. Ouais, c'est parti. Bon, déjà, le temps que l'introduction, pardon, ils nous rejoindront. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Donc, moi, je suis Romane Dupas. Certains me connaissent peut-être. Je m'occupe du programme de coaching et d'accompagnement chez iTakers et entre autres, je m'occupe aussi de l'organisation des afterwork, de la communication RH, etc. Donc aujourd'hui, on est là pour on se retrouve pour un nouveau webinaire avec Imran. On a fait le premier fin janvier, le 28, s'il me semble bien, sur le thème de la prospection. Vous avez sûrement dû voir les mails de communication et peut-être que certains d'entre vous étaient déjà présents. On a envoyé des replays et tu as aussi mis sur ta chaîne YouTube, Imran, le replay de l'événement. Il a plutôt bien fonctionné. Donc, c'est cool. C'est sur un sujet aussi qui vous parle en tant que consultant. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on en refait un autre sur le networking, qui est un sujet aussi important. Et je parlais du coup de l'afterwork qu'on organise. Ça va de pair. Vous pouvez venir du coup aux afterwork. Le prochain, il va être fin mai. Fin mai, c'est ça. Donc, vous recevrez bientôt les invitations. Mais du coup, là, on va faire un petit peu de théorie avec Imran sur ce sujet-là. Il y a une petite heure, c'est ça, Imran? C'est un peu plus court que la Ouais, dernière ouais. fois. Ouais, voilà. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser avec la partie questions ou dans le chat si vous avez des remarques, etc. Et puis bah voilà, Imran, je te laisse te présenter. Ouais, rapidement. Donc, moi, je suis Imran. Je suis consultant à la base. Donc, ça fait 4 ans que je suis consultant, 15 ans dans l'IT. J'ai une slide qui me représente un peu plus loin, mais on repassera sur les détails. Et ça fait 4 ans que je suis à mon compte et ça fait 5 ans à mon compte et 3 ans que j'accompagne des freelances qui veulent trouver des clients par eux-mêmes, sans dépendre forcément des intermédiaires, etc. Donc, comment on fait pour trouver des missions qui nous plaisent, dans lequel on n'a pas forcément à négocier les TJM, dans lequel on n'a pas forcément à négocier le remote parce que ça coule de source, etc.
Donc, moi, je le fais pour moi-même. Donc, je montre aux autres comment moi je fais et ça marche plutôt pas mal. Voilà. On commence? Allez, c'est parti. Je te laisse la main. À tout de Allez, suite. good. Juste un truc pour les questions, n'hésitez pas à utiliser l'outil questions. Comme ça me permet, moi, de dépiler. Dans le chat, s'il y a des gens qui parlent, après, les questions, elles se perdent un peu plus haut. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, dans le chat, on peut échanger. Et dans la partie questions, comme ça, moi, après, je peux dire, OK, j'y réponds. Si vous avez des questions en cours de route, il ne faut surtout pas hésiter à les poser. Ça me permet, moi, de rebondir directement si on est sur la bonne slide plutôt que d'attendre tout à la fin. Donc, surtout pas hésiter. Donc, le sujet d'aujourd'hui, réseauter, networking. Donc, c'est un sujet qui revient très régulièrement auprès des consultants, des divers consultants qui soit veulent changer de mission, soit ont déjà une mission, mais aimeraient trouver une mission un peu plus importante ou entretenir son réseau tout simplement pour le cas où ça pose problème. Et surtout pour les gens qui n'ont pas de mission et qui se disent, mince, je veux en trouver une et comment je fais? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Donc, la dernière fois, on avait vu la prospection. Dans la prospection, il y a une partie réseau, mais tu peux faire du réseau même si tu n'es pas en mode prospection, ça marche aussi. Donc, ça va être le sujet d'aujourd'hui. J'ai un peu compilé. Donc, il y a une partie théorique, mais il y a aussi une partie mise en pratique qui est importante. On repart normalement avec un plan d'action à la fin. Donc, l'objectif du webinaire, c'est déjà comprendre un réseau, qu'est-ce que c'est, la puissance que ça a, de mettre l'emphase sur le fait que la relation vient avant la transaction. On y viendra un peu plus loin. Les erreurs à éviter lorsqu'on fait du réseautage. Et surtout, repartir à la fin du webinaire avec un plan d'action que l'on peut mettre en place dès maintenant. À l'issue du webinaire, on peut commencer à mettre en place des bonnes pratiques qui nous permettent d'engranger des résultats plus ou moins long terme. Alors, c'est pour toi si aujourd'hui, tu maîtrises ton métier, tu es bon techniquement, tu as de l'expérience, mais tu n'as plus de mission. Tu as beau postuler un peu partout, tu as zéro réponse, ou même pire, tu te fais ghoster par les recruteurs ou les commerciaux. Donc, le problème, en fait, ce n'est pas ton profil, c'est la méthode que tu utilises. Aujourd'hui, le marché du freelancing a beaucoup mûri comparé à, on va dire, pré-Covid et même un petit peu post-Covid. Fut un temps où les entreprises avaient besoin de ressources, donc la demande des entreprises ont explosé, enfin les demandes ont explosé, et donc on s'est retrouvé avec beaucoup de freelance, beaucoup de personnes compétentes qui se sont dit je vais me lancer en freelance et ça tombe bien, il y a plein d'entreprises qui veulent, je vais trouver une mission facilement et je vais être bien payé. Donc ça a bien marché. Covid, full remote, tout marche en full remote, ça tombe bien, j'ai besoin de gens, moi je suis freelance, full remote, je suis bien payé, c'est la panacée, c'est cool. Post-Covid, tout le monde retourne au bureau et là, c'est chiant pour tout le monde. On se dit, mince, les entreprises se disent, on peut travailler en fait, pas en full remote, on peut travailler en interne, en CDI, donc on reprend un statut normal. Et donc, il y a plein de freelances qui se sont lancés, qui se retrouvent tout d'un coup, soit sans mission, ou soit en concurrence énorme. Donc, il y a beaucoup de concurrence sur chaque poste ou chaque mission qui sont ouverts. Il n'y a qu'à voir sur LinkedIn, lorsqu'il y a une annonce type offre de mission de freelance, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui ont postulé, et il y en a énormément. Ça, c'est le premier point. Il y a le deuxième point, si on va sur les plateformes type Malte, etc., lorsqu'on tape son propre profil ou les technos sur lesquels on a l'habitude de travailler, on va voir la liste des freelances qui apparaît. Il y en a énormément, là où avant, c'était un peu plus sélectif. Donc, la concurrence est de plus en plus forte et rude, parce que si plein de gens font les mêmes technos, ça fait beaucoup de concurrence, premièrement. Et les offres sont d'autant plus rares que les entreprises ont un peu changé leur façon de travailler vis-à-vis du recrutement. Donc, il y a un gros retour au CDI de façon normale, on va dire, habituelle. Donc, dans ce contexte, les ESN et les plateformes essayent de garder les meilleurs deals. Alors, c'est quoi un meilleur deal pour une ESN? Ce n'est pas le plus gros client. Non. En vrai, c'est comment je peux vendre un freelance ou une ressource à une grosse entreprise en faisant le maximum de marge. Si l'entreprise me paye, mon gros client, mon CAC 40, etc., me paye 700 € la journée pour un freelance, moi, si je mets un freelance à 500 €, je gagne 200 €. Par contre, si je mets un freelance à 450 €, je gagne 250 €. 250 € sur une journée, quand je multiplie par 200 jours dans l'année, quand je multiplie ça par 3 ans de mission, ça fait un pactole énorme. Donc, les meilleurs deals, ce ne sont pas forcément les offres. Les meilleurs deals, ce sont quels sont les freelances qui me coûtent les moins cher, les ressources qui me coûtent le moins cher et que je peux vendre à bon prix à mes clients. Vu qu'il n'y a plus beaucoup d'offres, j'ai intérêt à maximiser ma marge en tant que SN. Donc,
beaucoup de freelances restent passifs aussi. Donc, jusqu'à présent, j'ai mon profil LinkedIn, j'ai mon profil Malte et j'attends que ça tombe. Fut un temps, c'était le cas. Il suffisait de mettre à jour Open to Work sur LinkedIn et dans la journée, tu avais au moins 10 appels, si ce n'est pas 40 messages dans LinkedIn pour te dire « Ah, ça nous intéresse, machin chose, et tu faisais ton petit marché, tu étais tranquille. Maintenant, ce n'est pas pareil. Tu mets ton Open to Work, tu retrouves des gens qui vont t'appeler, mais ils n'ont pas de mission derrière. Ça, c'est une grosse observation que j'ai depuis au moins 2 ans maintenant. J'ai énormément de freelances qui me disent, écoute, j'ai des calls avec des commerciaux, des intermédiaires, etc. On me prend mon CV, mon dossier de compétences, etc. Et lorsque j'essaie de creuser sur quel type de mission derrière, quel type d'offre, etc., généralement, ils sont assez vagues, assez flous, il n'y a rien. Et après, on me dit, soit on me ghost, ou soit on me répond, non, on a pris un autre profil. Généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que les intermédiaires engrangent leur CV, remplissent leur CV tech pour que dès qu'il y ait une offre qui se publie ou dès qu'il y ait un de leurs clients qui a un besoin, ils sont capables de retrouver un profil hyper rapidement dans leur base de données. Donc, il vaut mieux avoir plus de CV. C'est plus facile à trouver parce que le premier qui décroche la mission avec le client, c'est lui qui touche le jackpot. Donc, jusqu'à présent, nous, on a été passifs, freelance, et on attend qu'on nous appelle. Sauf que maintenant, ça ne marche absolument plus parce qu'on n'a pas besoin de nous appeler. Les gens trouvent directement les bons freelances lorsqu'ils en ont besoin. Les entreprises privilégient encore et toujours le CDI. Et ça, c'est, on va dire, un peu problème pour les freelances en général. Donc, le résultat, c'est que dans tout ce bordel, tu as l'impression en fait d'être invisible. Tu as beau optimiser ton profil sur LinkedIn, tu as beau optimiser ton profil sur Malte, tu as beau faire ton bon CV, etc., ton portfolio et ton dossier de compétences, etc. Et malgré tout, tu as l'impression, moi j'aime bien utiliser l'analogie ou la métaphore, tu as bien l'impression d'être un paquet de céréales dans un rayon de supermarché. Et comment on choisit un paquet de céréales, soit le plus connu ou soit le moins cher. Entre les deux, tu es un peu transparent. C'est un peu notre cas. Donc, le vrai problème quand on fait comme ça, c'est qu'on raisonne encore comme un candidat en recherche d'emploi. Si tu es freelance et que tu te dis, je vais postuler à des offres, là, tu es déjà en mode recherche d'emploi. Je postule. Si tu te dis, je vais attendre que mon CV pop ou que la plateforme me mette en relation ou qu'un recruteur daigne faire le travail de recherche de client pour moi, boum, tu es en mode je recherche un emploi. Et nous, on ne veut pas ça. On veut plutôt se mettre en mode je suis celui qui est actif et je vais trouver mes clients, je vais trouver mes missions. Donc, quand tu le fais mal, tu mets en avant ton CV, tu mets en avant tes compétences, alors que les clients, eux, cherchent une solution. Que ton CV soit à jour, etc., il s'en fout. Il a besoin d'une solution à un problème qui lui fait perdre de l'argent aujourd'hui ou qui lui empêche d'en gagner. Et donc, tant que tu te présentes par CV, par compétences, par dossier de compétences, tu restes une ressource parmi toutes les ressources disponibles. Tu fais du React, ok, très bien. Des gens qui font du React, il y en a plein. Tu as 5 années d'expérience. Des gens qui ont 5 années d'expérience en React, il y en a plein. Donc, au final, comment on se distingue l'un des autres? Il n'y a plus qu'à faire juste par rapport au TGM. Donc, celui qui a le plus bas TGM, il gagne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va baisser son TGM jusqu'à quel point? À 0? Non, on ne peut pas le faire ça. Donc, tout ce mécanisme-là fait qu'on doit sortir du mode où je me présente comme une ressource interchangeable. Donc, maintenant, quand je dis ça, il y a souvent les mêmes remarques ou les mêmes fausses croyances qui apparaissent. Oui, c'est à cause du marché. Le marché est tendu, il n'y a plus d'offres, donc on ne peut rien y faire. Il faut avoir un gros réseau, connaître des CEO, connaître du VIP, etc. pour retrouver les bonnes missions. Sinon, il faut prospecter. Donc, pour prospecter, il faut être commercial. Ou encore pire, la pire des excuses, les entreprises n'ont plus de budget, donc c'est normal que nous, on ne trouve plus de job en tant que freelance ou consultant. Tout ça, c'est archi faux, tout simplement parce que le marché tendu, il est tendu dans le jeu des ESN, dans le jeu des grosses boîtes qui ont besoin de beaucoup de ressources. Par contre, il y a 1 million d'entreprises en France, environ. 1 million d'entreprises, on ne peut pas me dire que ce 1 million d'entreprises, on n'est pas capable, nous, à notre niveau, d'en trouver une pour laquelle on peut aider. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va postuler, mais on peut aider ces gens d'entreprise. Premièrement. Deuxièmement, il faut être commercial. Ça, on l'avait vu dans le dernier webinaire. Non, il ne faut pas être un commercial. Il faut savoir être empathique. Comment j'écoute les besoins de mon client et je lui propose la solution qui va bien. Et les entreprises n'ont pas de budget, c'est faux. Si une entreprise n'a pas de budget, elle est fermée. Elle ne peut plus payer ses employés, elle ne peut plus payer ses prestataires, ses fournisseurs, etc. Elle est juste fermée. Donc, quand une entreprise se dit on n'a pas de budget, c'est qu'elle te dit qu'on n'a pas vu
la valeur que tu as apportée pour qu'on daigne te donner notre argent. Aujourd'hui, on va s'attaquer surtout à la partie réseau. On aura d'autres webinaires sur les autres croyances. Donc, le réseau. En fait, petit truc intermédiaire. En fait, il y a des clients. C'est juste qu'aujourd'hui, ils ne te voient pas comme la solution à leurs problèmes. Et c'est de ça sur ça qu'on va travailler. Donc, un des axes, comme on l'a vu, c'est le réseau. C'est le truc qui est le plus mal compris par beaucoup parce qu'on n'a jamais appris à s'en servir. Autant la prospection, on sait à peu près qu'est-ce qu'il faut faire. On a déjà vu des commerciaux travailler. On se dit à peu près, il faut faire comme ça. Autant le réseau, la seule chose qu'on sait du réseau, c'est soit mon réseau LinkedIn ou soit aller à des after-work ou aller à des conventions ou etc. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bon, hein, mais c'est tout ce qu'on a. Alors que c'est beaucoup plus que ça, le réseau. Et sans rien faire, avec ce que tu as déjà aujourd'hui, tu as un réseau bien plus important que ce que tu ne crois. On va dégommer ces fausses croyances et surtout, le faire en sorte de ne pas se priver de cet outil-là. Bon, ça, c'est des slides où j'ai déjà dit. Juste avant, je fais juste un point. Comme j'ai fait l'introduction au tout départ, je refais rapidement. Donc, moi, j'ai été dans l'IT, ça fait 16 ans maintenant. J'ai été salarié pendant 12 ans, ingénieur système réseau, jusqu'au poste de DSI, directeur des services informatiques. Et je suis passé par chef d'équipe, directeur technique, etc., etc., etc. Donc, je suis en freelance depuis, alors en fait, c'est depuis 5 ans. 100% de mes clients ont été trouvés en direct. Je ne fais pas de mission sur une offre publique. En fait, ça a toujours été le démarchage, le réseautage, etc., etc. Et depuis 3 ans, j'ai accompagné à peu près 250 sessions de mentoring réalisées sur la partie comment je trouve des clients. Donc, c'est ce que j'applique pour moi-même. Je le montre aux autres et ça permet à chacun de progresser et de ne plus être dépendant. En fait, c'est ça le vrai sujet. Je suis libre quand je ne suis pas dépendant de quelqu'un ou du marché. Donc, petit aparté, j'ai un programme d'accompagnement là-dessus. Pour ceux qui sont intéressés, venez discuter avec moi sur LinkedIn et on pourra voir comment on peut aider, etc., etc. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Petit aparté aussi dans le chat, si les gens qui sont là peuvent mettre rapidement leur type de profil, sur quoi ils bossent, les technos, la stack, etc. Ça me permet en fait de voir si j'ai des exemples pour illustrer, quitte à prendre des exemples, autant prendre des exemples des profils qu'il y a en live, quoi. Comme ça, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus pertinent. Alors, Dev, Node.js, PHP, cool. Donc, ça, c'est plutôt du back, Product Owner, Java, Kafka, AWS, ouais, ok. Salesforce, ok. Dev, C++, cool. Ça fait du jeu vidéo aussi ou pas? Développement SQL, SSIS, ok, donc ça c'est du BI. DevOps, cool, ça je connais, c'est mon métier. Java, SAP, ok. Et encore un dernier, j'attends. Il y a Ismaël qui écrit Java, ok. Full stack, JSTS, Node, Riad, ok, d'accord. Plus DevOps, cool. Bon, c'est bon, je vais pouvoir. Ça fait 2 DevOps, 3 DevOps. DevBack, ok, good. Donc, je vais commencer par une petite histoire. Quand moi, je me suis lancé en freelance, la recherche de mes clients. Donc, mon premier client était l'ami d'un ami. Le deuxième client était un ancien employeur. Le troisième client était un ancien collègue d'un ancien collègue. Le quatrième client est un prospect qu'un ami m'a envoyé. Le cinquième, une connaissance sur LinkedIn. Le sixième, encore le client d'un ami. Le truc qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'à aucun moment, il y a eu des inconnus. À aucun moment, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les 6 premiers clients que j'ai eus, qui sont d'ailleurs toujours mes clients sur plein de missions, ont été trouvés par le réseau. L'ami d'un ami, un ancien employeur, un ancien client, un ancien fournisseur, un ancien collègue, un ancien quelque chose. Et ça, tout le monde aujourd'hui a quelqu'un comme ça dans son réseau. Donc, pourquoi je me dis que le réseau est hyper important? Parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai eu une galère pour trouver un client, je me suis concentré sur mon réseau en premier et ça a tout de suite débloqué la situation. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment on fait ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le réseau? C'est quoi ton réseau? Le réseau, c'est toutes les personnes que tu peux contacter d'une façon ou d'une autre. Je ne distingue pas réseau pro ou réseau perso. Pour moi, c'est la même chose. Ton papa, c'est quelqu'un de ton réseau. Ta cousine, c'est quelqu'un de ton réseau. Ton ami, c'est quelqu'un de ton réseau. Quelqu'un
les gens sur Facebook que tu as rajoutés au fil des années, ça fait partie de ton réseau parce que tu peux les contacter d'une façon. Les gens que tu as sur Instagram, c'est pareil. Les gens que tu as sur Snapchat, c'est pareil. Sur LinkedIn, sur TikTok, sur ce que tu veux, sur WhatsApp, dans tes mails. Toute personne que tu peux contacter d'une façon ou d'une autre et avec qui tu as déjà échangé d'une façon ou d'une autre, ça rentre dans ton réseau. Donc, on va me dire, oui, mais ça fait beaucoup de monde. Il y en a, j'ai échangé qu'une seule fois. Sur LinkedIn, on s'est rajouté, on s'est connecté, mais on n'a pas discuté, etc. Très bien. Ça ne veut pas dire que ton réseau n'est pas hiérarchisé, mais toutes ces personnes, c'est ton réseau. Donc, une fois qu'on a dit ça, je ne veux plus entendre « Ah, mais non, mais je ne vais pas aller parler de ça à mon frère ou je ne vais pas aller parler de ça à ma cousine. » Ah, non, non. Tout le monde, c'est ton réseau. Si tu ne joues pas là-dessus, tu te prives de la puissance du réseau. Premier point. C'est la même chose, qu'est-ce que j'ai dit, hein. Tes amis, tes familles, tes anciens collègues, tes anciens clients, ton fournisseur, tes patrons, tes anciens employeurs, les potes de promo, les gens que tu as rencontrés en séminaire, les gens que tu as rencontrés en conf, en convention, en formation, que tu as rencontrés lorsque, je ne sais pas moi, tu faisais ton hobby, tu joues au foot le dimanche, tu as des gens avec qui tu discutes, vous jouez au foot, mais vous ne savez pas ce que vous faisiez, votre travail au jour le jour, c'est les gens qui font partie de ton réseau. Les gens sur Insta, tout ça, j'ai dit, toutes les personnes. Et surtout, le dernier point, le réseau, c'est aussi toutes les personnes que ces personnes-là connaissent. Et ça, c'est le truc que le cerveau a le plus de mal à comprendre. Je crois que j'ai une slide dessus. C'est ça. Si moi, aujourd'hui, je connais 100 personnes, ça veut dire que potentiellement, chaque personne que je connais connaîtrait aussi 100 autres personnes. Donc, moi, Imran tout seul, je connais 100 personnes, mais en visibilité, je peux atteindre hyper facilement 10 000 personnes. Alors, je ne peux pas parler avec les 10 000 personnes, mais si je cherche dans mon réseau, j'ai un pool de 10 000 personnes facilement accessibles avec un seul rebond. Déjà, je peux contacter un ami et je peux demander à un ami, est-ce que dans son réseau, il n'y aurait pas un type de profil que je cherche? Si je fais ça avec tous mes amis ou toutes les personnes que je connais, boum, tu as arrosé 10 000 personnes facilement. La petite anecdote, il y avait une étude américaine qui disait qu'on est, alors je dis Elon Musk, mais on s'en fout de la personne, on est à 7 poignées de main de n'importe qui sur Terre. C'est-à-dire qu'en 7 rebonds, tu peux atteindre n'importe qui, donc 8 milliards ou 10 milliards de personnes. Pourquoi? Parce que le réseau est tellement puissant que tu n'as pas besoin de beaucoup de rebonds pour pouvoir adresser qui tu veux. Alors, oui, super question. Il faut que ces 100 personnes soient prêtes à t'aider. On va voir ça. Normalement, comment dire, les gens ne sont pas prêts à t'aider. Alors, c'est pareil, je réponds à la question tout de suite. Les gens ne sont pas prêts à t'aider si tu leur donnes du boulot à faire. Si tu leur dis, écoute, va chercher, je cherche une mission, est-ce que tu aurais ça? Enfin, il y a une manière de proposer ou de discuter qui fait que tu baisses les chances que les gens veulent t'aider. Si tu leur donnes le moins de travail possible, il y a de fortes chances que ça marche. J'en parle juste après. Et oui, sur 100 personnes, il n'y a pas forcément 100 personnes qui veulent t'aider. Mais si tu ne les contactes pas, c'est sûr et certain que tu as perdu. Par contre, si tu les contactes 100, mais qu'il y en a 10 ou 15 qui t'aident, 10 ou 15 fois 100, ça va en faire encore 1500 personnes que tu peux contacter. Donc, généralement, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il y a toujours une bonne partie des gens qui sont prêts à t'aider et bien plus que tu ne crois. Ah oui, je vais revenir sur cette erreur-là, comme ça, sur ce truc-là. Un ancien employeur, le deuxième là ici, un ancien employeur. Pour répondre à la question de Sofiane là, mon premier employeur, ça s'est hyper mal terminé avec lui. Quand je suis parti, j'ai démissionné parce qu'on ne s'entendait plus, ça allait dans tous les sens et j'ai démissionné. Et 15 ans plus tard ou 12 ans plus tard, lorsque j'ai cherché des clients, je me suis dit quand même, je ne vais pas le recontacter, c'est mon ancien employeur, ça s'est mal passé, etc., etc. Et j'ai besoin d'un client. Donc, je me suis dit, écoute, je vais faire, c'est pas grave. Figure-toi que cette personne-là, 12 ans plus tard, on n'en avait plus rien à foutre de ce qui s'était passé il y a 12 ans avant. Elle m'a dit, Imran, ça tombe bien que tu te connectes avec moi parce que j'ai des projets là-dessus. C'est des sujets que tu avais traités à l'époque. Alors, je ne sais pas comment on fait pour avoir 12 ans après encore des sujets que c'est moi qui avais traités. Tu connais un peu l'infra, tu connais les équipes. Est-ce que tu ne veux pas nous aider? Donc, oui, a priori, moi, j'avais un gros a priori. Non, mais je ne vais jamais plus parler avec lui parce que ça s'est mal passé. Et au final, en parlant avec lui, c'était il y a 4 ans, c'est toujours mon client aujourd'hui. Je démarre une mission de DevOps avec lui cette semaine. Je reviens sur mes slides et en même temps, je regarde les questions. Il y avait 2 questions. Alors, cette approche fonctionne-t-elle avec les grandes entreprises, sociétés qui ne souhaitent pas travailler en direct avec des freelances? Oui,
ça fonctionne. En fait, il faut distinguer deux choses. Les grandes boîtes ne veulent pas contractualiser, gérer l'administratif, le paiement, la facturation en direct. C'est ça le problème des grands comptes. Par contre, les gens avec qui, imagine tu as bossé dans un grand compte, les gens avec qui tu as travaillé, ils s'en foutent de la facturation. C'est des gens techniques, c'est soit des PO, soit des PM, etc., etc. Ces gens-là, ils s'en foutent de comment tu payes, de leur référencement dans les ESN. Leur boîte leur a imposé, mais par contre, avec qui tu as bossé, c'est avec eux. Qui connaît ta valeur, c'est eux. Donc, tu peux réseauter avec eux, tu peux trouver des missions avec ces personnes-là en direct. Par contre, d'un point de vue administratif, tu seras obligé de contractualiser avec une ESN. Ça, je l'ai fait déjà avec 2 freelances. Donc, il y avait une dame qui me disait que elle avait un ancien chef de projet avec qui elle avait bossé. Elle avait eu le son que, comme quoi, ce chef de projet va aller démarrer un nouveau projet. Elle me dit non, mais je ne peux pas la contacter. Je peux pas le contacter parce qu'il va me dire de passer par une ESN, Je dis ok, contacte-le, vois déjà s'il a un besoin. Peut-être qu'il a envie de bosser avec toi. Et elle a dit, donc elle a contacté la personne et la personne a dit oui, ça tombe bien, je cherche des profils vu que le projet va se lancer. J'ai besoin, on a déjà bossé ensemble, je connais comment tu travailles, viens, on bosse ensemble. Par contre, pour te faire payer et pour que tu puisses bosser dans mon équipe, il faut que tu passes par tel ESN et tu vas te faire référencer. Le TGM, on a déjà négocié tous les deux. Donc, eux, ils vont appliquer leur propre marge. Par contre, toi, tu vas toucher le TGM que tu as négocié avec moi. Et donc, elle a signé comme ça. Elle passe par l'ESN. La marge, elle est toute petite parce que c'est toi qui apportes la mission. Dans tous les cas, tu t'en fous parce que tu vas toucher, toi, ce que tu avais prévu au départ. Administrativement, tu te fais payer. Mais par contre, c'est toi qui as réseauté et c'est toi qui as apporté la mission. Donc, oui, ça fonctionne. Et j'ai entendu trop de freelances me dire non, mais on ne peut pas passer en direct. Oui, tu ne peux pas contractualiser en direct, mais ça ne t'empêche pas de parler avec les gens dans ces boîtes-là, de montrer que tu peux les aider et ensuite, après, oui, administrativement, de passer par les ESN. Ça, on l'a déjà fait et ça marche très bien. Donc, ça, c'était pour la première question. Deuxième question, comment contactez-vous directement des entreprises ou savoir si on peut aider vu que les entreprises ne savent pas ce qu'elles veulent ni formulent bien, vu que ceux qui mettent des offres en ligne, il y a déjà beaucoup de concurrence. Oui, ça, c'est ce qu'on voit aussi. C'est ce qu'on avait vu dans le dernier webinaire. Je pense que j'y répondrai un peu plus tard. Donc, je garde ta question en l'air, Younes, et j'y réponds un peu plus tard. Je reviens sur le chat. OK, good. Donc, l'erreur lorsqu'on veut solliciter son réseau, c'est de passer en mode « je quémande ». Est-ce que tu as une mission pour moi? Ça fait 3 mois que j'ai plus de mission. Je suis à la recherche d'une mission. J'ai un CV. Tiens, je te donne mon CV. Est-ce que tu peux faire tourner de ton côté? Est-ce que tu peux contacter un tel pour moi? Est-ce que tu peux chercher pour moi? Est-ce que dans ta boîte, il n'y a pas des offres? Est-ce que tu peux te renseigner pour moi? En fait, à chaque fois où tu demandes beaucoup de travail à quelqu'un, oui, c'est beaucoup de travail. Demander à quelqu'un d'aller chercher dans sa boîte s'il n'y a pas des offres ou il n'y a pas quelqu'un qui est intéressé, c'est trop chiant. Toi-même, on te demande ça. Tu te dis, mince, qui il faut que j'aille voir? Ah, ouais, d'accord, je le ferai plus tard, t'inquiète. Et au final, tu ne le fais jamais parce que toi-même, tu as ta vie à vivre. Donc, quand tu demandes à ton réseau, il ne faut surtout pas leur donner du travail à faire. Il ne faut surtout pas leur donner des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Il faut aller hyper rapidement. La deuxième erreur, c'est de filtrer, et ça rejoint la question tout à l'heure, de filtrer avec qui tu parles. Alors lui, non, je ne vais pas parler avec lui parce que c'est ma famille. Lui, non, mais je ne sais pas, je ne le sens pas bien. Lui, de toute façon, il ne comprend pas ce que je fais, donc ça ne sert à rien de discuter avec lui. Non, non. Tu parles avec tout le monde. Tu ne sais pas avec quoi ça va mener, mais si tu es en galère de trouver une mission, tu n'as pas d'autre choix que de jouer le jeu à 100%. Si tu commences à filtrer, tu te prives potentiellement de 2 choses. Déjà, d'une mission, ça c'est le plus important, mais deuxièmement, d'alimenter ton réseau pour une éventualité plus tard. Parce qu'on se dit, quand j'active mon réseau, en activant mon réseau tout de suite, je vais trouver une mission tout de suite. Non. Parfois, tu actives ton réseau, mais le fait de l'avoir activé fait penser à la personne dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, lorsqu'elle va rencontrer une bonne opportunité. Ah oui, un tel, il m'avait contacté, il avait peut-être des besoins, je vais le recontacter. Donc, quand tu actives le réseau, c'est juste que tu remets au chaud, on va dire, ta personne au sein de ton réseau pour que les gens y repensent à toi. Et si tu le fais de façon régulière en apportant de la valeur, ça aussi on va le voir, ça te permet de rester toujours ce qu'on appelle top of mind. Les gens se souviennent de toi. Et lorsque dans la vie courante, ils vont tomber sur quelque chose qui vont les faire penser à toi, ils vont dire « Ah oui, je sais, il y a quelqu'un ». Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ajouter des gens qui peuvent t'aider. Donc, ça, qu'est-ce que je veux dire par là?
souvent, quand je dis aux gens, comment tu réseautes, ils me disent, je rajoute des recruteurs et des commerciaux de SN sur LinkedIn. Donc là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rajouté des gens qui peuvent t'aider. Alors que la solution, ce n'est pas de rajouter des gens qui peuvent t'aider, c'est de rajouter des gens que toi, tu peux aider. Je reprends, si on a vu tout à l'heure, il y avait du DevOps, Data Engineer, AWS. Quelqu'un qui fait, par exemple, de l'AWS, je vois qu'il y a ça apparaît, ça a apparu plusieurs fois. Ouais, c'est ça, ça apparaît plusieurs fois. AWS. Si tu rajoutes des recruteurs de SN, etc., ok, donc il faut qu'ils ont une mission sur AWS, c'est chiant, etc. Ils ont plein de gens dans leur service. Par contre, si tu rajoutes des ingénieurs cloud qui ont dans leur profil AWS, ce sont des gens que tu peux aider. Est-ce qu'ils vont te débarquer et ils vont te donner une mission? Non, peut-être pas. Mais ce sont des gens que tu peux aider. En discutant avec un ingénieur AWS, il y a peut-être la possibilité, ils vont peut-être te dire, écoute, tu sais, nous, on a plein de projets sur AWS, on est une petite équipe, il y a trop de projets, c'est la galère, on a besoin d'aide. Ou on maîtrise telle techno, mais cette techno-là, on ne la maîtrise pas. Est-ce que tu sais faire, etc. Donc, l'erreur, c'est de n'ajouter que des recruteurs et des commerciaux et d'oublier d'ajouter des gens avec qui tu as déjà travaillé. Des gens avec qui ont le même profil que les gens avec qui tu as déjà travaillé. Pourquoi, si tu as déjà travaillé avec un CTO de tel type de startup, il y a des fortes chances que ta connaissance ou ton expérience de ce type de startup peut servir dans une autre startup. Donc, ajoute des CTO du même genre de startup, par exemple. Donc, par quoi on commence? Attends, je regarde si ça revient à la question. Comment contacter des entreprises? Ok. Donc, par quoi commencer? Alors, pourquoi commencer? Pourquoi commencer par ton réseau? Oui, souvent, oui. Alors, on me dit, écoute, Imran, je cherche des missions, je vais aller prospecter des inconnus. Je vais aller sur LinkedIn, je vais faire une page, une landing page, je vais faire de la pub, je vais faire du mass mailing, etc. En fait, il y a un truc qu'on a oublié, et c'est ce qu'on disait en introduction, la relation avant la transaction. Lorsque tu présentes quand tu fais une présentation commerciale ou que tu veux signer une prestation ou une mission chez un client, il ne signe pas que sur l'argent. Il signe sur la confiance qu'il a en toi à résoudre son problème ou à être le bon fit pour son équipe. Donc, il y a d'abord la construction de cette confiance. Sans la confiance, il n'y a jamais personne qui achète quoi que ce soit. C'est pareil pour vous. Lorsque tu vois sur LinkedIn un mentor pour freelance qui te propose de trouver des missions, machin chose, etc., la première chose que tu vas dire, bullshit. Si c'était aussi facile, ça se saurait. Pourquoi? Parce que tu n'as tout simplement pas confiance. Et ensuite, tu vas consommer du contenu, tu vas regarder, tu vas dire, peut-être, c'est pas con ce qu'il raconte. Mais peut-être, mais peut-être. Donc, au départ, zéro de confiance. Plus tu discutes, plus tu vois son contenu, plus tu parles avec lui, etc. À un moment donné, tu dis, la confiance, elle est là. Et c'est seulement à ce moment-là que tu te dis, OK, je suis prêt à débourser 100, 10, 1000, 2000, 5000 euros pour me faire accompagner, etc. C'est pareil quand tu achètes une machine, c'est pareil quand tu achètes une licence, c'est pareil quand tu achètes une voiture, c'est pareil partout. Quand tu as confiance que ce que tu vas acheter va t'apporter le résultat que tu souhaites, là, tu passes à la réflexion sur dire, OK, je vais débourser. Mais s'il n'y a pas de confiance, c'est sûr, certain que tu ne signes pas. Donc, si tu vois que le truc qui te semble bullshit à mort, tu ne regardes même pas, même si c'est la meilleure des offres au monde. C'est pourquoi on commence par notre réseau, parce que c'est là où la confiance est déjà le plus installée. Tu parles à ta famille, tu parles à tes amis, ces gens-là, ils ont déjà confiance en toi. Donc, lorsque tu leur envoies un message, tu n'es pas un inconnu. Il y a de très fortes probabilités que ces gens-là te répondent. Sauf si tu leur demandes de bosser pour toi. Là, c'est sûr que c'est mort. Mais par contre, si tu leur parles bien, on verra aussi, il y a de fortes chances que ces gens-là répondent. Donc, maintenant, je réponds aussi en même temps à la question. Alors oui, l'analogie est pareille. C'est que toi, tu reçois un message de quelqu'un, d'un inconnu, tu te dis, je vais me méfier, c'est peut-être une arnaque, c'est peut-être un scam, c'est peut-être ce que tu veux. Mais tant que je ne connais pas et je n'ai pas plus d'infos, je me méfie beaucoup. Par contre, tu reçois un WhatsApp d'un pote, ouais, comment ça va, etc. Tu discutes. La réponse, elle est naturelle. Si c'est pareil dans ce sens-là, c'est pareil aussi dans l'autre sens, naturellement. Donc maintenant, quand on parlait de la question là de tout à l'heure, donc je vais répondre ça. Comment contacter des entreprises sans savoir? Alors, mais ça, c'est vraiment le sujet de l'autre webinaire. Parce que là, aujourd'hui, on s'adresse à des gens que l'on connaît. Quand tu me dis que je veux contacter directement des entreprises sans savoir ce qu'il y a dedans, c'est que tu cherches à contacter des gens que tu ne connais pas. Donc, comme je dis, je te renvoie vers l'autre webinaire, on a parlé de ça, je te donne la réponse rapidement. En fait, tu ne sais pas quels sont leurs problèmes.
Par contre, quand tu vises un type d'entreprise avec laquelle tu as déjà travaillé, je dis n'importe quoi, tu as déjà travaillé avec des boîtes, je ne sais pas, quel est le dernier exemple que j'ai je dis n'importe quoi. Tu as déjà travaillé avec une assurance sur la création d'un EAV, OAV, je crois que c'est ça, outil d'aide à la vente. Bah, tu contactes d'autres assurances et tu présupposes qu'ils ont aussi besoin d'un EAV. Parce que si une assurance en a eu besoin, il y a de fortes chances que les autres assurances en auront besoin aussi. Donc, tu fais une présupposition. Je ne rentre pas plus dans les détails, je t'envoie vers l'autre webinaire. Je reviens ici. Donc, pourquoi le réseau? Tout simplement parce que les gens ont la confiance. Ils ont confiance en toi. Alors, ils n'ont pas encore confiance en ce que tu es capable de faire, de ton CV, tout ça, tout ça. Ils n'ont pas encore confiance. Mais ils ont confiance parce qu'ils ont vu un message d'un non connu, donc ils vont répondre. Et c'est ça, en fait, quand on fait de la prospection au sens large, on parle d'un inconnu, on a un taux de réponse tellement faible qu'on se dit ça ne marche pas et ça ne sert à rien. Donc, avant de passer par des inconnus, passons par des gens qui ont le plus de chances d'avoir des réponses, avec qui on a le plus de chances d'avoir des réponses. Dans ton réseau, la confiance est déjà là. La première grosse barrière est levée. Tu vas avoir des gens qui te répondent. Et ça, c'est un atout qui t'appartient à toi. Ton réseau, il n'y a personne qui a exactement le même. Il y a peut-être des gens qui connaissent énormément de monde, mais dont la qualité est faible. Toi, peut-être que tu ne connais pas beaucoup de monde, mais la qualité, elle est forte. Donc, dans tous les cas, on ne se pose pas de la question des autres, on s'en fout. Toi, tu te regardes, toi. Qui sont l'ensemble de toutes les personnes que je peux contacter? Donc, à partir du moment où je peux les contacter d'une façon ou d'une autre, je mets ça dans mon pool réseau et je vais essayer de les contacter. Maintenant, comment? Donc, ça va aussi un peu répondre à ta question, Younes. Un peu, pas totalement. Donc, on identifie des cibles. C'est quoi une cible? Ce sont des gens que je peux aider. Tu es dev Java, qui tu peux aider? D'autres dev Java, ça c'est sûr. Qui tu peux aider? Des lead dev Java. Qui tu peux aider? Des développeurs front qui ont besoin d'un bac. Je dis n'importe quoi. Alors, je ne suis pas expert Java, mais tu prends dans ton expérience avec qui tu as bossé et avec qui tu as eu de l'impact. Ça, c'est hyper important. J'ai bossé dans telle boîte. Par exemple, moi, j'ai bossé avec des DSI, j'ai bossé avec des techniciens informatiques, j'ai bossé avec des développeurs dans mes précédentes boîtes. Ce sont des gens que je comprends bien parce que j'ai bossé avec eux. Donc, aujourd'hui, quand je m'adresse à des équipes pour mes propres missions, je ne cherche pas plus loin. Je cherche des DSI, je cherche des techniciens informatiques, je cherche des ingénieurs cloud. Ouais, ça, c'était mon job pendant 7 ans. Je cherche des devs et parfois, je cherche des directeurs métiers. Parce que quand j'étais DSI, j'ai été en relation avec des directeurs métiers, soit la compta, soit la vente, etc., le frais moyens généraux, etc., etc. Donc, je connais ces directeurs métiers, je sais discuter avec eux. Donc, ce sont des gens avec qui j'ai eu un impact dans le passé. Donc, je cherche ces gens-là, point barre. Donc, une colonne par type de personne que tu sais que tu peux aider ou que tu as déjà aidé par le passé. Donc, ces gens-là, tu les mets dans la… Par exemple, tu as la colonne développeur Java. Tu mets dans cette colonne-là tous les développeurs Java que tu connais. Ensuite, tu fais une deuxième colonne. Je dis n'importe quoi, CTO. Tu mets tous les CTO que tu connais. Tu as une troisième truc, c'est les responsables commerciaux dans les assurances, parce que tu as bossé là-dessus sur un projet. Je mets tous les responsables commerciaux que je connais et que je peux remettre là-dedans, etc., etc. Donc ça, on va dire, c'est le premier étage de ta colonne par cible. Le deuxième étage, ce sont les gens qui pourraient connaître des gens que tu peux aider. Je m'explique. Si moi, j'ai une cousine qui travaille à la comptabilité d'une grosse boîte, si elle travaille à la comptabilité d'une grosse boîte, c'est qu'elle utilise l'outil informatique. Donc, ça veut dire que dans sa boîte, il y a de fortes chances qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de l'informatique. Donc, sûrement un service informatique, sûrement un technicien informatique, sûrement un DSI. Donc, lorsque j'arrive sur le nom de ma cousine dans ma liste de mon réseau, je ne la range pas dans, je ne sais pas où, comptable, je la range dans la colonne DSI, dans le deuxième étage qui est elle, ma cousine, potentiellement, elle peut connaître un DSI. Il suffit de lui demander de me mettre en relation avec les gens qui sont dans sa boîte et qui s'occupent de l'informatique. Donc, tu as des colonnes, ce sont tes cibles, des étages par pertinence. D'abord, les gens que tu peux contacter directement, qui sont directement dans ta cible. Et ensuite, en dessous, le deuxième étage, les gens qui pourraient, alors le conditionnel est hyper important, qui pourraient connaître des gens que toi, tu peux aider.
Alors, pourquoi je dis le conditionnel, il est hyper important? C'est parce que ma cousine, a priori, on n'a jamais parlé, discuté, boulot ensemble. Donc, je ne sais pas si elle connaît s'il y a un informaticien ou pas. Mais je présuppose que oui. La seule manière de répondre à ça, c'est de lui demander. Donc, ma cousine, que je sache ou pas si elle connaît les informaticiens, ce n'est pas la question. Potentiellement, elle pourrait en connaître. Donc, je la mets dedans. Après, on voit, lorsqu'on va discuter avec elle, si c'est le cas ou pas. Je vois qu'il y a une question en même temps, je regarde. Est-ce que ces conseils sont applicables quel que soit le type d'entreprise, métier, domaine ou bien c'est plutôt orienté à site? Non, en fait, en vrai, ça s'applique à n'importe quel type de domaine. Moi, je parle tech parce que je connais bien la tech. C'était mon métier, etc. Donc, quand je parle à des techs, bah, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai fait ce métier-là. Mais en vrai, de vrai, tu prends n'importe quel métier, tu changes les mots tech par le métier dans lequel tu fais ou le réseau dans lequel tu es, etc. Ça marche exactement pareil. En fait, pour le constater, regarde toi dans tes anciennes boîtes, comment j'ai oublié de cliquer sur répondre en direct. Dans ton ancienne boîte, comment les commerciaux faisaient pour trouver des clients? Il y a de fortes chances qu'ils faisaient jouer le réseau hyper fort. Pourtant, ton ancienne boîte, sûrement, elle ne faisait pas de l'IT. Elle vendait, je sais pas, du matériel, du service, etc. Mais ça s'applique exactement pareil. Donc, en fait, nous, les techs, on a cette particularité d'être souvent introvertis, on a souvent des a priori sur plein de choses. Et dans tous les cas, nous, ça ne peut pas marcher pour nous. Nous, ce n'est pas pareil. Nous, on doit parler technique pour convaincre les gens, technique, qu'il faut faire de la technique. Alors qu'en vrai, non, ça se passe aussi dans l'IT, dans la data, dans ce que tu veux. Peu importe le domaine, le réseautage, ça marche dans tout ce que tu veux. Si demain, moi, je devrais ouvrir une boîte qui n'a rien à voir ou ouvrir un service qui n'a rien à voir avec l'informatique, la première chose que je vais faire pour aller chercher des clients, c'est je vais aller dans mon réseau. Point barre. Je dis n'importe quoi. J'aime bien la peinture, moi, sur figurine. OK. Demain, je vais ouvrir un service de peinture sur figurine. Je vais juste d'abord chercher dans mon réseau est-ce qu'il y a des gens qui ont des figurines et qui aimeraient peindre ça et je leur montre des photos. Je ne vais pas plus loin. Rien à voir avec la tech. Par contre, ces gens-là, il y a de fortes chances qu'ils répondent. Alors, est-ce que je vais avoir des clients? Je ne sais pas, mais je vais faire ma petite liste là comme on a dit tout à l'heure, il y a de fortes chances que ça fonctionne. Pareil. J'espère que ça a répondu à ta question en même temps. Donc, ça, c'est l'étape 1. Toujours dans l'étape 1, il y a une dernière colonne. Donc, on avait vu la colonne, les 2 étages, etc. Il y a une dernière colonne qui est la colonne inconnue. Alors, pas inconnue parce que je ne les connais pas, mais inconnue, c'est que je ne sais pas dans quelle première colonne je dois les mettre. Est-ce que je dois les mettre dans… Enfin, je ne sais pas. J'ai quelqu'un là, elle ne travaille pas dans une grosse boîte. Je ne sais pas si elle connaît des gens. Je ne connais absolument pas. Elle, tu mets dans la colonne autre. On va dire que ce sont les personnes que tu vas contacter vraiment en tout dernier. Tant que tu n'as pas fini les premières colonnes, tu ne t'attaques pas à la colonne autre là qui ne sert à rien pour l'instant. Deuxième point aussi, j'ai oublié de le dire, quand tu remplis tes colonnes, donc tu as les 2 étages, ok, mais dans chacun des étages, tu dois tu dois prioriser par les contacts qui sont les plus faciles. Je dis n'importe quoi, si tu as un pote ça fait 15 ans que tu parles avec lui et tout, lui, il est top prioritaire. Si par contre, dans tes contacts, tu as quelqu'un qui est sur LinkedIn et que tu t'es connecté, tu n'as jamais discuté avec lui, à part le fait d'être connecté sur LinkedIn, lui, il est le moins prioritaire. Pourquoi? Parce que notre job est toujours de maximiser les chances dès les premiers contacts. Donc, on va parler avec les gens dans notre cible prioritaire, avec qui on a le plus de relations ou le plus de communication, le plus de confiance. Comme ça maximise nos résultats. Et tu n'oublies pas de noter comment je peux contacter cette personne. Est-ce que je peux la contacter par WhatsApp, par mail ou par LinkedIn? J'aurais mis dans cette priorité-là. On contacte toujours les gens par WhatsApp, c'est plus intimiste et c'est plus facile. Si on n'a pas son WhatsApp, son mail, et si on n'a pas son mail, en dernier recours, LinkedIn, parce que les gens ne sont pas forcément connectés, ils reçoivent plein de mails parfois, plein de messages, etc. Donc, moi, j'aurais fait dans ce sens-là. WhatsApp, mail, et s'il n'y a pas, LinkedIn en dernier. J'accélère un peu, il me reste 16 minutes et on a l'étape 1 seconde. Donc, pour valider cette étape, comme on le disait tout à l'heure, ton objectif, c'est d'avoir au moins 100 noms minimum dans ton truc. Tout le monde, 100% des freelances que j'accompagne me disent à cette étape-là, non, Imran, jamais j'arriverai pas à 100. C'est pas possible. J'ai peut-être 5, 10 personnes, mais j'arriverai pas à 100. Je leur dis, écoute, ça ne sert à rien de revenir me voir tant que tu n'as pas les 100 noms. Et je suis garanti que dans la semaine, les personnes y reviennent me voir. Ouais, c'est bon, en fait, j'en ai trouvé 100. J'en ai trouvé un peu plus que 100. Et donc, pourquoi? Parce qu'on n'a tout simplement jamais pris le temps de fouiller. Prends juste ton téléphone, scroll au lieu de scroller sur Insta, scroll dans l'onglet, dans l'application Contact
tu vas voir si tu n'as pas son nom qui apparaisse au minimum. Sachant que maintenant, sur iPhone ou sur téléphone, il compile tous les contacts que tu as par mail, etc. Si tu as tout configuré. Donc, c'est sûr que tu as les 100. Donc, tu ne peux pas me dire non. 100. Deuxième étape. Ah bon, vu que j'ai un peu spoilé après. Tu classes en priorité. Tu contactes les gens que tu connais le mieux et que tu peux aider le plus. Et à l'inverse, la priorité la plus basse, c'est tout l'inverse. Les gens que tu connais le moins et que tu peux aider le moins. Donc, ça fait une matrice comme ça dans ton truc. Donc, tout en haut, là-bas, il y a les gens que tu connais très bien et que tu peux directement aider. Et tout en bas, de l'autre côté, il y a toutes les personnes que tu ne connais pas beaucoup et que tu ne peux pas beaucoup aider. Maintenant, comment on contacte ces gens-là? Pareil, ça c'est un petit bout que j'ai extrait du précédent webinaire, mais qu'on va réutiliser ici absolument. Donc, le type de message que j'utilise et qui fonctionne hyper bien. Hello, bonjour, salam, ce que tu veux, ta formule de politesse qui va bien et le nom de la personne. Ensuite, phrase personnelle, dans le sens où si on s'était vu il y a 3 semaines parce qu'on a fait un pique-nique ensemble, là, comment ça va depuis la dernière fois? On a fait ce pique-nique, les enfants, la famille, etc. Toujours une phrase personnelle. Alors, ça, on va dire, là, ce n'est pas de la prospection, ce n'est pas du conseil d'Imran, mais c'est juste du savoir-être. Si tu débarques dans la conversation de la personne que tu n'as pas vue depuis 3 semaines et la première chose que tu lui demandes, c'est de t'aider, oui, ça peut ne pas fonctionner. Donc, moi, j'aurais toujours mis une accroche, ce qu'on appelle une accroche émotionnelle dans la conversation. Et en vrai, ce truc-là, ça marche aussi même quand tu parles avec des inconnus. Ça demande un peu plus de travail parce qu'il faut aller la chercher, ce truc-là. Mais ça marche aussi avec des inconnus. Je viens de la part d'un tel. Je profite qu'on est connecté sur LinkedIn, même si on n'a jamais échangé. Tu vois, quelque chose qui ancre émotionnellement la conversation avant de rentrer dans la demande. Ensuite, une description rapide de comment tu aides les gens comme lui. Écoute, moi, j'ai l'habitude de travailler avec des DSI. Souvent, ils ont la tête sous l'eau parce que trop de tickets au support, trop de projets métiers, trop de coûts liés à l'infrastructure, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des sujets qui t'intéressent? Et c'est la seule question que l'on peut poser à la fin. Est-ce que ce sont des sujets qui t'intéressent? Pas est-ce que tu as une mission? Ah, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que je t'envoie mon CV? Tiens, voilà le lien pour caler un rendez-vous avec moi. Non. Lors d'un premier contact, la seule chose que l'on veut savoir, est-ce que déjà ce que nous on fait, les problèmes que l'on règle, est-ce que ce sont des sujets qui l'intéressent? Généralement, les gens ils vont te répondre oui, non ou pas te répondre. Les gens qui te répondent non, très bien. Eux, tu leur demandes juste, est-ce que tu peux me mettre en contact ou est-ce que tu peux me donner tout de suite 2 contacts de gens qui ont le même profil que toi. Et ça, ces gens-là, il va te donner, il y a de fortes chances, parce qu'un dev connaît un autre dev, un CTO connaît un autre CTO, etc., etc. Tu prends ton propre cas, qui tu as dans ton réseau, des gens comme toi, c'est normal. Donc, tu reprends les noms qu'il va te donner, tu remets dans la bonne liste au bon endroit. Donc, tu as supprimé un nom, mais tu as remis 1 ou 2 noms ou 3 noms derrière. Donc, ça, c'est une façon de garder ta liste toujours à jour. Et ce ne sont pas des inconnus. Alors, même si tu ne les connais pas, mais tu pourras dire, tiens, je viens de la part de Younes, il m'a donné ton nom, il m'a dit qu'on devrait échanger ensemble. Et ça, c'est dans la phrase personnelle. Et tout d'un coup, pourquoi tu n'es plus un inconnu? Ah, tu connais Younes? Moi aussi, je connais Younes. Et boum, la confiance, elle est déjà créée avant même de commencer à discuter. Donc, ça, c'est pour les gens qui répondent non. Pour les gens qui répondent oui, tant mieux si c'est un sujet qui t'intéresse. Est-ce que tu as un point problématique, une problématique bien particulière là-dessus? Oui, non. Et à partir de là, je t'invite, allons faire une visio ou allons se rencontrer en physique si on n'est pas loin. Ce sera beaucoup plus sympa d'échanger. Et ceux qui ne te répondent pas, il faut absolument relancer parce que si tu relances jamais, c'est sûr et certain que ça ne marche absolument pas. Il faut relancer. Des études montrent aux États-Unis, bon, c'est aux États-Unis, que les ventes se font après 7 relances. Alors, même moi, je n'arrive pas à cette relance. Au bout d'un moment, je suis gêné de relancer une relance. Donc, je fais 2 relances. Un premier message, une première relance, une deuxième relance. Si la personne ne me répond pas, j'arrête. Pourquoi si tu ne fais pas cette relance, tu es dans la merde. Pourquoi? Parce que souvent, les gens, ils ont lu ton WhatsApp, ils étaient en voiture, ils ont lu et ils ont cliqué, c'est passé en lu. Et donc, il n'y a plus la petite pastille là, qui dit qu'il y a une communication. Et ils se disent, ouais, je vais répondre après. Ils arrivent chez eux, il y a l'enfant qui braille. Ah, mince, j'ai oublié. Et fini, il a oublié que toi, tu lui as envoyé un message. Et si tu ne lui renvoies pas un message une semaine après, il ne peut pas te dire. Enfin, si tu ne lui renvoies pas de message, totalement passer à la trappe. Si tu lui renvoies un message, il va te dire ah oui, j'avais vu ton message, je devais te répondre, mais après j'ai oublié. Ou j'étais en congé, j'avais pas mon téléphone pro avec moi, maintenant je l'ai, j'ai vu ton message, je te réponds, etc. Ça arrive tout le temps, tout le temps. J'aurais eu 0 client si je n'avais pas fait de relance. Troisième étape, donc lorsque les gens ils sont intéressés, c'est de leur amener à faire une visio.
Alors, dès que la personne est un peu intéressée, on ne veut pas avoir le lead hyper qualifié qui nous dit « Ouais, je suis prêt à signer ». Ça n'existe pas. Il y a plein de gens qui sont intéressés par le webinaire de la dernière fois. On va dire que la dernière fois, ouais, il y a des choses qui se rejoignent. Alors, je prends la question en même temps. Ah, bonne question de Ayoub. Je vais répondre. Pour le contact, faut-il utiliser une approche, je reviens sur la bonne slide en même temps, ici. Faut-il utiliser une approche technique? J'utilise X, Y comme technologie ou plutôt métier? Alors, ça dépend. En fait, il ne faut pas, moi j'aurais conseillé de ne pas aborder ni l'un ni l'autre, mais de plutôt aborder sous forme de problématiques que ces personnes-là rencontrent et que tu sais régler. Comme quand j'ai dit mon exemple tout à l'heure, si je contacte un DSI, je lui dis, écoute, j'accompagne des DSI qui ont des équipes qui ont la tête sous l'eau, trop de tickets au support, ouais, c'est un peu métier, on va dire, trop de tickets au support, des projets métiers, il y en a beaucoup trop, on ne sait plus prioriser, la direction générale qui demande des KPI est si hyper compliqué, etc. J'ai listé quoi là? Des problèmes que ma cible vit. Et comment je connais ces problèmes-là? Je n'ai pas inventé. J'ai été DSI, j'ai travaillé avec des DSI, je sais qu'ils vivent ce truc-là. Donc, j'utilise ni des termes techniques, j'utilise des problèmes ou des situations qu'ils rencontrent. Plus tard, tu auras largement le temps d'apporter l'approche technique, l'approche métier, tes expériences, etc. C'est ce qu'on voit dans la visio normalement. Mais quand tu fais ton premier message, tu as juste besoin de parler des problèmes pour que la personne se dise « Ah oui, ce que tu décris là, la tête sous l'eau, ou trop de tickets, ou ceci, cela, ouais, c'est exactement ce que je vis actuellement. » Et là, ça augmente les chances que la personne réponde. Et après, c'est en visio que tu vas pouvoir parler techniquement, etc. Je reviens dans le chat. Donc maintenant qu'on a parlé avec ces gens, les gens ils sont un peu intéressés. Le but, c'est de proposer une visio pour aller plus loin et voir si je peux directement t'aider. Alors, on ne dit pas aux gens, viens en visio, je vais te pitcher ou je vais te vendre quelque chose. Non, pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va vendre. On sait juste que la personne est intéressée. On vient en visio pour une seule et unique raison, c'est qu'en visio, ou en rencontre physique, hein, ça marche aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations qui passent, il y a beaucoup plus de courants qui passent, il y a beaucoup plus d'affinités qui passent que par message interposé. C'est impersonnel, on peut mal interpréter, etc. Donc, dès que la personne est intéressée, on passe en visio. En visio, on peut parler technique, on peut parler de nos expériences. Ah oui, mais ça, tu as eu ce problème-là, j'ai déjà fait avec tel autre client, voilà comment on a fait. Tu peux apporter de la valeur, tu peux poser des questions, il peut te poser des questions. Parfois, on peut bifurquer sur une conversation qui n'a rien à voir. Ça m'est déjà arrivé, en fait, sur du perso, en fait. Et le fait de parler du perso dans un rendez-vous pro, ça n'a aucun problème parce que ça crée encore de la confiance. Ah ouais, toi aussi, tu fais du foot? Je vois ton maillot accroché derrière, tu supportes machin chose. Ah ben moi aussi, machin chose. Et, tu vois, ok, ça crée de la confiance. Mais ça, en WhatsApp, en LinkedIn ou en mail, tu ne peux absolument pas le faire. Donc, le but, c'est d'amener les gens en visio parce que c'est là où, on va dire, c'est informel. Le non-verbal va parler. Et on peut bifurquer sur plein de sujets. On peut parler du premier sujet et après, hey, mais tu sais, tu m'as parlé de ça, mais j'ai aussi ce problème-là, j'ai aussi ce problème-là, j'ai aussi ce problème-là. Mais ça, tu ne peux pas le faire en WhatsApp. Tu ne peux pas le faire. Donc, tu emmènes les gens en visio. C'est là où ça se joue et c'est là où tu crées un maximum de confiance. Le but de la visio, ce n'est absolument pas de vendre, mais c'est absolument de comprendre le besoin. Si tu ne sais pas de quoi il a besoin, tu ne peux rien proposer. Donc, d'abord, on comprend. Une fois que l'autre a compris que tu as compris, là, tu peux dire, OK, j'ai compris ta situation, c'est ça, tu veux arriver à tel résultat, ça. OK, on peut collaborer ensemble, on peut bosser ensemble. Voilà comment je vais travailler, voilà comment on va le faire et voilà sous quel délai tu vas pouvoir avoir des résultats et combien ça va te coûter. Et le dernier point, qui est, on va dire, la secret sauce, c'est que, ça, personne ne le fait, hein, mais c'est scraper le réseau des gens. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Que ça se passe bien ou pas, que ça termine en une mission qui est signée ou pas, toutes les personnes avec qui tu as échangé, tu dois leur dire ou tu dois terminer la conversation par « c'était top ». Ah, il manque un bout dans la slide. Ah, c'est pas grave, je vais prendre cette slide-là. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, dans tous les cas, tu t'en fiches. À la fin, tu te dois de demander aux contacts qui ont daigné te répondre, qui ont pris la peine de te répondre, tu dois leur demander de te donner 2, 3, 4 profils qui ont le même profil qu'eux. Tu dois leur demander. Je vais reformuler, tiens. Est-ce que tu aurais dans ton réseau 2 ou 3 autres personnes qui ont le même profil que toi que je pourrais contacter en ton nom? Comme je l'ai dit tout à l'heure, un CTO connaît d'autres CTO.
un responsable marketing connaît d'autres responsables marketing ou des gens qui travaillent avec, etc., etc. Donc, si tu ne scrapes pas le réseau des gens avec qui tu échanges, qu'est-ce qui va se passer? Ta pile va descendre et tu ne vas jamais la réalimenter. Premièrement. Donc, tu vas devoir la réalimenter avec des inconnus. On a dit les inconnus, c'est hyper compliqué parce qu'il n'y a pas de confiance. Par contre, une fois que tu as adressé ces gens-là de ton réseau, parfois, ils vont te donner des noms et le but, c'est d'en avoir. Tu vas les remettre, mais eux, tu vas les remettre en priorité moyenne. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas parler, tu vas te dire, je viens de la part d'un tel. Et ce un tel-là étant le facteur commun entre toi et ce nouvel inconnu, si, on a pris l'exemple de Younes tout à l'heure. OK. Moi, si je contacte quelqu'un, je viens de la part de Younes, il m'a dit qu'il faudrait qu'on échange. Si la personne que je contacte, elle aime bien Younes, elle a confiance en Younes, donc avant même que j'arrive, avant même qu'elle me réponde, elle se dit, si Younes m'a envoyé ce gars-là, c'est qu'il ne veut pas me faire perdre, il va pas me faire perdre mon temps, ça vaut la peine que j'y réponde. Donc, on transfère ce qu'on appelle la relation de relativité de la relation de confiance. Super thème pompeux pour dire juste, s'il a confiance en toi et que toi, tu as confiance en lui, au final, tout le monde a confiance en tout le monde. Donc toujours demander, de toujours scraper le réseau des gens. Toujours scraper, demander des noms. Et ça, ce n'est pas demander du travail. Parce que tu as envoyé le contact WhatsApp de 2 personnes, ça lui prend 5 secondes et il l'envoie et toi, tu le remets dans ton truc. Par contre, si tu lui dis va chercher, c'est sûr qu'il ne va pas le faire. Autre point, est-ce que les gens vont répondre ou pas? On n'en sait rien. Mais si tu ne poses pas la question, c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas pouvoir y répondre. Donc, toi, dans tous les cas, c'est ton devoir de poser la question. Après, qu'il y ait les résultats ou pas, c'est autre chose, mais tu dois absolument poser. Ça, franchement, je l'utilise tout le temps. C'est tellement puissant que je ne comprends pas que ce ne soit pas plus diffusé. J'ai fait 3 fois la même chose. Donne-moi le contact. Ouais, ok, bon, c'est la même chose. J'avance. Pourquoi ça marche? Parce qu'on a flatté un peu la personne. Ouais, on a eu un superbe échange. C'était très intéressant ce qu'on a dit. C'était un profil super top, etc. Donc ça, c'est, on va dire, un peu de flatter. J'aime pas trop le terme, c'est pas trop flatté, mais on a complimenté la personne. Forcément, donc elle est plus enclin à venir t'aider en retour, surtout si ça s'est bien passé. On raye un nom de notre liste, mais potentiellement on en gagne 2. Donc c'est top bien. Et on ne leur donne pas du travail à faire. C'est ce que je disais, ce n'est pas un gros travail de te balancer 2 WhatsApp ou 2 adresses mail. Pourquoi ça marche? Parce qu'on transforme des inconnus en connaissances. C'est ce que j'avais dit, la transitivité de la relation de confiance. C'est-à-dire que, alors je prends l'exemple du plombier. Si toi, aujourd'hui, tu as une fuite et que tu appelles un plombier et que ça se passe super bien, si ta cousine dans l'appartement d'à côté, elle a un problème et elle te dit « Ah mince, j'ai besoin d'un plombier », tu dis « Écoute, j'en ai un, il est intervenu chez moi, il ne prend pas cher, en plus, il est top », tu lui donnes le contact, elle dit « Ouais, je veux bien le contact ». Avant même d'appeler le plombier, elle a déjà confiance qu'elle va prendre ce plombier-là. Donc, la confiance, ça se transfère comme ça par intermédiaire de confiance. Conclusion à retenir. Ouf, comme ça, je suis dans les temps. Le point clé à retenir, c'est que le réseau, il est exponentiel. On n'a pas idée des gens que l'on connaît et on n'a pas idée des gens que les gens que l'on connaît connaissent. Alors, à peu près. Si moi, je connais des gens et que ces gens-là connaissent des personnes que j'aurais jamais imaginé pouvoir accéder, pourquoi je me priverais de discuter avec ces gens? Donc, le cerveau n'aime pas l'exponentiel en général, ne comprend pas l'exponentiel. On comprend le linéaire, mais l'exponentiel, on ne comprend pas. Donc ça, il faut bien le retenir. Si je contacte les gens, ces gens-là peuvent, eux, avoir dans leur réseau des gens que je peux aider. Premièrement. Deuxièmement, on ne donne pas de travail aux autres. Va pas me chercher une mission, va pas te renseigner auprès d'un tel. Non, donne-moi les contacts et moi, je les contacte. Comme ça, c'est le plus simple pour toi. Troisième point, la confiance, ça se transmet. Je parle à des gens avec qui j'ai déjà confiance et qui ont déjà confiance en moi parce que lorsque ces personnes-là vont m'introduire chez quelqu'un d'autre, la confiance sera déjà créée. Un exemple rapide, j'étais chez mon client la semaine dernière pour parler des sujets, c'était quoi? Sujet ERP. Au même moment, son prestataire passe, c'est celui qui s'occupe des TPE, carte bleue. Ce prestataire-là, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais absolument pas. Et donc, mon client me présente, tiens, c'est Imran, il bosse sur l'automatisation de nos process métiers actuellement. Par exemple, il y a 2 fichiers Excel là, ça me fait perdre du temps, il va l'automatiser, etc. Et là, le gars que je n'avais jamais vu, le prestataire de mon client, il me dit, ah bon, tu fais ça toi? Parce que moi et mon associé, on galère, on a plein de fichiers Excel à gérer dans tous les sens, c'est la merde. Est-ce que c'est des sujets que tu peux traiter pour nous? Je dis oui, totalement. Tiens, voilà mon contact, appelle-moi ce soir, je t'explique. J'ai rendez-vous avec lui en avril, mi-avril. À quel moment
j'aurais été en contact avec un gars qui fournit des TPE. J'en ai pas dans mon réseau. Mais par contre, mon client, il en a. Boum, ça fonctionne. Donc, tu ne peux pas imaginer à quel point c'est hyper puissant. Donc, la confiance, ça se transmet. Pourquoi ça se transmet? Il a confiance en mon client avait confiance en lui. Ils ont présenté Imran, Imran, il bosse pour eux. Ok, c'est bon, cool. Ça veut dire que si lui bosse pour mon client, forcément, il doit faire des bonnes prestations. Allez, tiens, on s'appelle et ça marche. Et dernier point, on ne filtre jamais. Dans ton réseau, tu prends tout le monde. Alors, sauf bien sûr les gens avec qui tu t'es fighté ou que tu supportes plus pour X, Y raison. Mais normalement, ça, il n'y en a que 3 ou 4 dans ta liste de 100 personnes. Mais sinon, tu ne peux pas filtrer. Tu peux même dire, moi, mon père, il a 70 ans bientôt. Je ne peux pas dire que, en fait, quand j'ai besoin de quelque chose, je ne peux pas dire, je ne vais pas aller le voir. Ouais, 70 ans, mais tu sais, il ne fait plus du cloud, il ne sait pas ce que c'est. Ouais, mais on s'en fout. Lui, par contre, il a bossé suffisamment de temps dans des boîtes pour connaître que l'informatique, au sens large, c'est toujours un problème. Il déteste l'informatique, ça tombe bien. Donc, avec qui tu as bossé, quelle boîte, etc. Lui, il ne connaît pas mon métier, mais il connaît peut-être des gens que moi, avec qui je peux discuter. Et c'est ce qui s'est passé. Il m'a mis en relation avec son ancien service informatique. D'accord? Donc, il ne faut absolument pas filtrer les gens parce que sinon, on se prive d'énormément d'opportunités. Je pense que j'ai fini dans l'heure. Je ne sais pas si on peut rester un poil plus et s'il y a des questions. Dans tous les cas, il y a mon LinkedIn, donc s'il y a des questions qu'on peut poser en MP, n'hésitez surtout pas à me rajouter sur LinkedIn. Faites pas suivre, faites connecter, sinon vous ne pourrez pas envoyer de message. Je peux y répondre même au-delà du webinaire. Et même ceux qui veulent voir et qui vont voir le replay, si vous avez des questions sur le replay, pareil, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Je suis là pour ça. J'ai bien pris en compte tous les messages de ceux qui voulaient avoir le replay du précédent webinaire sur la prospection. Je vous l'envoie à la fin, dans la journée. C'est good. Si vous avez des questions à poser à Imran, n'hésitez pas. On va rester encore 2 minutes avant de clôturer ce webinaire. Je regarde aussi si je peux apporter plus de précision par rapport aux questions auxquelles j'ai répondu. Ouais, non, je pense que j'ai répondu à tout ce qui était déjà présent. Ah, la question, c'est pas terminée, Myriam. Quand on fait de longues, il manque la fin. De longue mission, je suppose. Ah, ouais, c'est peut-être ça. Donc, j'essaie d'anticiper pour être sûr que c'est ça. Si on est en mission longue, comment on réseaute? Est-ce que c'était ça ta question? Sinon, tu peux la poser dans le chat, t'embête pas. Ah ouais, c'est revenu. Ouais, quand on est en longue mission, en fait, oui, quand tu es en mission longue, le réseau, tu peux les contacter. Même si tu as le message qu'on a utilisé, tu peux l'utiliser. Même si toi, tu n'en as pas besoin tout de suite, le fait de faire connaître le genre de problématique que tu utilises, enfin que tu sais résoudre, permet aux gens avec qui tu n'as jamais échangé ou tu as peu échangé ou que tu n'as jamais échangé sur la partie pro de savoir que tu en as besoin. Pourquoi? Parce que comme tu n'en as pas besoin aujourd'hui, ça ne t'empêche pas de faire des vidéos, ça ne t'empêche pas de connaître, ça ne t'empêche pas de rassembler des informations. Mais comme tu n'as rien à vendre, la conversation, elle est beaucoup plus simple. Parce que les gens, aujourd'hui, tu cherches une mission. Ah non, moi, je faisais juste connaissance. C'est pour reparler avec toi, apporter. Si je peux t'aider sur un sujet, je t'aide comme ça, là, en live. Et donc, on va dire, comme il n'y a pas d'enjeu, la relation est encore plus forte. Pourquoi? Parce que tu parles de ça pendant une mission longue, donc ça se passe super bien. Est-ce qu'on m'entend toujours? J'ai eu un message d'erreur. Ouais. Oui. Donc, comme ça se passe super bien, tu es en mission longue, tu n'en as pas besoin. Par contre, tu as commencé à contacter des gens, tu as commencé à échanger. Vous avez peut-être des sujets d'accroche sur lesquels tu as déjà noté que lui, en fait, il aime ce genre de sujet, lui, il a peut-être des besoins, etc. Imagine maintenant, donc ça, c'était maintenant, là, tu le fais, 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, ta mission, elle s'arrête. Coupe budgétaire, rachat par une autre boîte, etc. Ta mission longue, elle s'arrête. À ce moment-là, toi, tu vas être dans l'urgence de trouver une mission. Mais qu'est-ce que tu as à faire? Tu as juste à reprendre toutes les conversations que tu as eues depuis ce webinaire où tu commences à parler avec ton réseau, tu fais un peu tous les jours, etc. etc. Tu as juste à reprendre toutes ces conversations et toutes les notes que tu as prises. Il y a énormément de chances qu'il y ait au moins 5 ou 6 personnes avec qui tu peux recontacter en priorité pour leur dire, écoute, on a discuté ensemble il y a 3 mois, il y a 2 mois, il y a 2 semaines sur ce sujet-là. Ça tombe bien, je suis de nouveau disponible. Est-ce que c'est toujours un sujet chez toi ou pas? Alors que si tu n'avais pas fait ça, et que, parce que ça prend du temps, toi, tu le fais un peu toutes les semaines, tu parles avec deux. Donc, au bout de 3 mois où ta mission, elle est stable, elle est sereine, au bout de 3 mois, tu auras déjà parlé avec 100, 200, 300 personnes sans t'en rendre compte. Maintenant, imagine, aujourd'hui, ta mission, elle s'arrête. Tu n'as pas fait ça. Tu vas te retrouver à devoir faire tout de suite
plein de taf pour discuter avec tout le monde dans ton réseau, pour continuer à contacter les ESN, pour retrouver une mission, etc., avec la panique de ne plus en retrouver et marcher tendu et tout le bordel, ça ne va pas le faire. Tu vas être impatiente, tu ne vas pas vouloir aller jusqu'au bout, tu vas filtrer, tu vas faire tout ce que le cerveau fait quand il est en mode survie. Donc, c'est pour ça que moi, les gens que j'accompagne, souvent, ne sont pas en galère de mission. Ce sont des gens, dans 99% des cas, 98% des cas, ce sont des freelances qui sont en mission stable et qui se disent, la prochaine fois que ma mission s'arrête ou que je veux changer de mission, je ne veux absolument pas passer par un intermédiaire. Je veux trouver ma mission moi-même. Je veux avoir cette capacité de trouver autant de missions que je le veux pour ne plus jamais manquer de clients. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Il y a une question dans le chat. Augmenter son TJM. Ça, c'est peut-être pas moi qui vais le faire, parce que c'est pas ma spécialité, dans le sens où moi, je fais plus rien au TJM. Je fais tout au forfait. Ça, pareil, on en a parlé dans le prochain webinaire. On peut en parler dans d'autres. Moi, je vends que du forfait. Même en tant que chef de projet ou de DSI externalisé, le client, il a des projets, il a des besoins. Chaque projet a un chiffrage. Parce qu'en fait, pourquoi je fais plus au TJM? Parce que si je vais vite et que je vais à fond, si je suis payé au TJM, quelque chose qui me prend 3 jours à le faire, je vais être payé 3 jours de TJM. Alors que si je lui mets une valeur bien plus importante, mais que je le règle en 3 jours, le client, il est content parce que je l'ai fait hyper vite et c'est à la hauteur de sa valeur. Donc, plus je vais vite, entre guillemets, moins je travaille, mais plus je suis payé. Donc, c'est pour ça que moi, je fais plus du tout. Je fais plus. Non, j'en fais plus. Ça fait déjà 3 ans que j'en fais plus. Si demain, on me propose, j'essaye toujours de transformer le TJM en forfait. Et généralement, ça se passe super bien. Sauf pour un intermédiaire, une ESN ou un apporteur d'affaires, il ne voudra pas travailler au forfait parce qu'il gagne de la thune sur quoi? Sur ton TJM. C'est la récurrence de la commission de ton TJM 200 jours par an qui le fait gagner de la thune. Sur un forfait, une fois que le projet est terminé, ça se plie, c'est fini. Il ne gagne plus. Contractuellement, il ne peut pas t'obliger à faire les autres forfaits avec lui. Donc, c'est pour ça que augmenter son TJM, ce n'est clairement pas mon sujet à moi. Il y a sûrement d'autres personnes plus qualifiées. Le problème, alors, ce que j'ai constaté aussi sur le TJM, c'est que tu augmentes ton TJM lorsque tu as une compétence que tout le monde veut. Ah, si, moi, j'ai une dame qui fait de la facturation électronique. C'est le sujet pour toutes les entreprises actuellement. Facturation électronique obligatoire, tout ça. Et elle est surdemandée. Elle a essayé de faire de l'apport d'affaires, etc., mais c'est hyper compliqué. Et donc, le truc, c'est que elle peut augmenter son TJM parce qu'il y a beaucoup trop de demandes. Et souvent, c'est sur des technos bien précises. Alors, tu ne peux pas me dire je fais de l'IA ou des agents IA, etc. C'est beaucoup trop vaste. Tout le monde fait ça maintenant. À un moment donné, c'était Web3. À un moment donné, c'était je ne sais pas trop quoi. OK. Par contre, si tu es le développeur COBOL, je ne sais pas si vous connaissez ce langage, COBOL ou Fortran, ce sont des langages qui ont 40 ans, je crois, hyper utilisés dans la banque. C'est tellement un vieux langage qu'il n'y a quasiment plus personne qui sait en faire. Donc, si tu es un jeune développeur et que tu apprends le COBOL, tu as de fortes chances d'avoir un TJM qui défonce tout parce qu'il y a tellement plus que c'est hyper demandé. Donc, la rareté augmente le TJM. Mais c'est ce qu'on a vu au départ. Si tu te compares, même l'expérience, maintenant, c'est même plus un argument. Si tu connais un métier bien, alors, peu importe ta techno, mais tu connais bien le métier et qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent bien ce métier, c'est une rareté. Donc là, tu peux augmenter ton TJM. Par contre, si tu te présentes comme tout le monde, tu risques de galérer à augmenter ton TJM parce qu'ils vont te dire j'ai le même profil que toi, même expérience, même année d'expérience, même stack, pour moins cher. Je vais prendre le moins cher, il n'y a aucune différence. C'est pour ça, moi, je suis sorti du TJM pour sortir de cette comparaison qui est trop simple en fait pour le client. Tu as un problème, aujourd'hui, ça te coûte tant de ne rien faire. Moi, tu vas me payer tant, et une fois que tu m'as payé tant, ce que tu payais dans le vide jusqu'à présent, tu n'as plus besoin de le faire. Donc, il est facile pour lui de comparer. Aujourd'hui, je perds tant. Aujourd'hui, Imran me facture tant. Voilà combien je gagne après. Tant que c'est très positif, c'est bon, je paye. Et il n'a plus besoin de comparer. Prioriser petites ou grandes entreprises? Non, pas de priorité. Tu contactes. La priorité, c'est vraiment par confiance et comment tu peux aider les gens. Petites ou grandes entreprises, ça n'a pas beaucoup d'impact dans le fait. Tu peux tomber sur une petite entreprise qui a tellement besoin de toi parce qu'elle voit le potentiel et que ça va faire exploser son chiffre d'affaires, qu'elle va te payer bien pour travailler avec elle. Tu peux tomber sur une grosse entreprise qui a aussi le même besoin et qui va te payer aussi bien. Donc, la taille de l'entreprise n'influe pas sur sa capacité à te payer. Parce qu'une petite entreprise peut te payer
si elle y voit le retour sur investissement. Si tu n'es qu'une charge et que ça fait que de l'argent qui s'en va et qui se perd, c'est sûr qu'elle ne te payera pas. Par contre, si imagine, ça va te coûter 15 000 euros, mais à l'issue du 15 000 euros, tu as un site web qui te rapporte plus 50 000 euros par mois, mais 100 000 euros par mois, ben bien sûr qu'il signe. Parce qu'il paye 15 000 euros, il gagne 50 000 par mois. Ben bien sûr qu'il signe. Ça, c'est le cas de figure, un des clients que j'avais. Et j'ai présenté un prestataire. Ben, il a payé 15 000 euros de prestations. Son site a fait x2 en CA. Parce qu'il avait un vieux site mal optimisé, etc., etc. Donc, son site e-commerce a fait x2. Il est hyper content. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc, pas de priorité. Moi, je ne priorise pas sur la taille des entreprises. Je priorise sur la confiance et qui je peux aider. Good. Plus de questions. Super. Bon, Écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Merci, Imran. Avec Merci plaisir. à tous ceux qui étaient présents. Donc, on vous a remis ici du coup le LinkedIn si vous avez des questions pour Imran, etc. N'hésitez pas à regarder aussi ce qu'il propose en termes d'accompagnement. Et on vous a remis l'adresse mail coaching.mission. Du coup, je vous répondrai aussi de mon côté. Petite info, on a un prochain webinaire, c'est début avril, le 8, je crois. Donc, on vous enverra les communications en temps voulu, voilà, sur un nouveau sujet. Je pense qu'il pourra vous intéresser également. Voilà, merci à tous. Et on vous souhaite un bon déjeuner. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.